Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission à la lumière de l'actualité. Cette émission qui vous permet d'être éclairé, comme on le dit souvent, sur certaines questions d'actualité. Comme aujourd'hui, nous allons parler d'une actualité qui fait la une des journaux, même le président de la République qui séjourne en Chine, là où il a rencontré son homologue chinois Xi Jinping pour parler de ces contrats chinois, oui, et puis révisiter quand même ces contrats. Et puis avec notre invité aujourd'hui, nous allons également parler de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays, mais également des conflits communautaires qui font comme ça tuer la population congolaise. Alors aujourd'hui, nous recevons un professeur, c'est une élite, mais également politicien. Il va nous parler de ces sujets très importants. Il s'agit du professeur Jean-Marie Béa, qui nous disons bonjour. Bonjour. Merci, professeur, d'avoir accepté plutôt notre invitation. Avant de commencer avec nos sujets d'actualité, si vous pouvez vous présenter, si vous êtes qui exactement et comment vous êtes entré dans la politique, vous qui êtes élite. Je m'appelle Jean-Marie Béa Kamba, je suis professeur à la faculté polytechnique de l'UNIKIN. Et comment je suis entré dans la politique, c'est comme on dit ici, vous ne faites pas de la politique, elle s'occupe de vous. Donc j'ai toujours été passionné de la politique, toujours. Quand bien même je suis un scientifique chevronné, mais il faut connaître l'actualité, il faut connaître le monde dans lequel on vit, il faut connaître qui vous dirige, qui dirige le monde, qui décide à votre place. C'est mon ambition aussi de me dire, étant donné que c'est la politique qui décide, autant que je sois au parfum des choses, autant que je puisse aussi attendre de la politique des choses qui font pour le bien-être de la population. Donc forcément, il faut s'y intéresser. On dit souvent que la science exige une certaine honnêteté et la science n'aimant pas, mais la politique est considérée comme, selon certaines personnes, un domaine où les gens mentent sur les promesses et tout. Est-ce que ça ne crée pas une sorte d'incohérence entre vous qui êtes dans la science et puis vous venez en politique? Il n'y aura pas une incohérence par rapport à vos responsabilités, à vos qualités scientifiques? Vous pouvez le vérifier lors de mes réponses dans cette émission déjà. Ok. Je ne crois pas que j'ai la langue de bois. J'ai dit ce que je pense parce que je suis quelqu'un qui me sent libre de mes pensées, de mes actions. Et à partir de là, je me dis, vous savez, peut-être la description que vous faites de la politique, c'est une description, bon, à la limite, plutôt limitée parce que dans tous les pays du monde, il y a des politiques. Okay. Il n'y en a pas qu'en RDC. Est-ce que tous les politiciens mentent? La réponse est non. C'est comme tout le monde. Il y en a qui mentent, il y en a qui ne mentent pas. Ça, c'est clair. On ne peut pas dire que la politique, c'est le règne des menteurs. Vous savez, dans la rue, tout le monde te ment. Ce n'est pas pour autant que ce sont des politiciens. C'est plutôt un problème d'habitude, de morale personnelle qu'il faut avoir, de l'éducation qu'on a eue. Ça ne s'est restreint pas seulement au niveau de la politique, mais c'est vraiment un problème de personnes plutôt que de politiciens ou de politiques. Alors, avant d'entrer dans le sujet d'actualité, professeur, une autre question par rapport à la science. Quelle considération la politique donne-t-elle à la science, à l'élite scientifique? Puisque nous retrouvons cette structure technique à l'UDPS, corps de l'élite scientifique, qui est une initiative d'ailleurs qu'on ne retrouve pas dans notre parti. Comment pouvez-vous parler de ça, une structure scientifique dans un parti politique? Une initiative selon vous? Bon, c'est deux questions. Okay. Quelle importance la politique accorde-t-elle aux scientifiques ou voilà, pourquoi les ceci dans un parti politique? Pour l'instant, je pense personnellement que la politique en RDC n'accorde pas beaucoup d'importance aux scientifiques, ce qui est une très grande erreur. Parce que l'évolution du monde, l'amélioration de la qualité de la vie,
dépend du niveau de maîtrise de la science ou des sciences par les nationaux. Vous négligez les scientifiques, vous vivez ce que nous vivons. Quelle est la vie aujourd'hui de nos compatriotes? On se débat, on pleurniche tous les jours, mais on oublie que dans les pays où ça marche, ils se reposent sur les scientifiques. Aujourd'hui, le président est en Chine. Il y a 40 ans, on ne parlait pas beaucoup de la Chine, ce n'était pas une puissance. Vous savez, la Chine a pris la décision, il y a 40 ans, d'envoyer dans les 10, 15 ans qui venaient, je pense même dans les 5 ans qui suivaient, autour des années 80 ou 90, plus de 500 000 jeunes Chinois dans les meilleures universités du monde. Okay. Et aujourd'hui, la Chine est une grande puissance. Négliger les scientifiques, c'est la même chose que d'on dit, vous voulez tuer un pays, ok, négliger l'enseignement. Et on en vit les conséquences. Alors pourquoi les CSU dans un parti politique? C'est justement pour pouvoir corriger cet état des choses. Okay. Moi, je suis conscient en tant que scientifique, je suis ingénieur à la base, avec un doctorat en sciences appliquées, donc je suis docteur ingénieur, c'est ça le titre que j'ai. Je connais l'importance de l'ingénieur dans le changement de vie de la population. Regardez, le développement se définit comment? En peu de choses simples, c'est qu'attendent les gens. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, à un système de santé de qualité, aux moyens de transport de qualité, un logement décent. Évidemment, il faut des revenus. Tous ces éléments, ceux qui sont derrière, ce sont des ingénieurs. Vous voulez des routes, ce sont des ingénieurs qui les conçoivent et qui les font, des belles routes. Okay. Vous voulez de l'eau, ce sont des ingénieurs qui sont derrière les machines, les tuyauteries, tout ce que vous avez pour avoir de l'eau. Vous voulez l'électricité, c'est pareil. Vous voulez un système de santé de qualité, sans équipement, les médecins ne servent à rien. Ouais. Même fabriquer les médicaments, il faut des équipements, et ça, c'est l'œuvre des ingénieurs. Les communications que nous avons, l'Internet, ce sont les ingénieurs qui appuient, qui sont derrière, qui innovent, qui fabriquent toutes ces choses, qui les conçoivent. Négliger les scientifiques ou ceux qui ont fait les STEM de manière générale, science, technologie, engineering and math. C'est la plus grosse erreur qu'un pays puisse commettre. Nous en avons la preuve aujourd'hui avec la Chine, qui est une grande puissance. Regardez, parce que vous avez évoqué le passage du chef de l'État en Chine, où il est. Moi, je me dirais qu'il ne doit pas seulement se limiter aux fameux contrats chinois où on s'est fait rouler. Qu'en est-il d'ailleurs de ces relations bilatérales entre les deux pays? Moi, j'aimerais d'abord finir mon raisonnement. Oui, allez-y, professeur. Pas seulement sur ça, mais regardez le système d'enseignement, le sérieux que les Chinois mettent dans l'éducation de leurs jeunes. Mais qu'est-ce qui manque à la RDC de mettre ce sérieux dans l'éducation? Oui, mais c'était votre première question. La RDC a négligé ses scientifiques. La RDC, depuis 50 ans, vous savez, du moment, à l'époque où on était colonisé par les Belges, on avait des écoles qui correspondaient aux besoins fixés par les Belges, qui étaient, voilà, avoir quand même des Congolais qui géraient l'administration, qui étaient dans l'administration, voilà, c'était les Belges les chefs, mais en tout cas, il fallait quand même des clercs, des administratifs qui avaient des niveaux. Il fallait soigner des gens parce que pour pouvoir exploiter dans les mines ou transporter ces minéraux, il fallait des gens formés, il fallait des gens qui, voilà, des infirmiers. En tout cas, ceux qu'ils voulaient former pour leurs besoins étaient formés correctement. Et puis, par la suite, ils sont montés au niveau des universités. On était, voilà, une des meilleures universités d'Afrique. Depuis qu'ils sont partis,
nous, en tant que Congolais, on a perdu de vue qu'on ne pouvait avancer qu'avec des systèmes d'éducation, d'enseignement de qualité. Et nous sommes partis, vous savez, il y a un collègue qui m'avait dit, en 1960, le budget de l'enseignement représentait 33% du budget national. Ok, très important. Aujourd'hui, c'est même pas 0,1%. C'est même pas, je parle du budget exécuté, pas le budget sur papier. Mais professeur, vous êtes une élite, vous constituez une structure, mais pourquoi ne pas parler de ça au niveau politique, montrer cette importance, ou soit réveiller la conscience des politiques par rapport à leur considération à la science, à son importance dans la survie d'une nation comme la RDC? Je ne suis pas quelqu'un qui n'agit pas. Moi, j'agis toujours. Ok. Je prends des initiatives. Si vous lisez le programme du gouvernement, à l'action 247, vous lirez projet de création de grandes écoles polytechniques et d'ingénierie. C'est moi qui ai poussé, bousculé à gauche, à droite pour que cette action soit inscrite au gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement en fait? Il a négligé. C'est juste inscrit. Toutes les tentatives n'ont pas pu marcher. En tout cas, la balle n'est pas dans mon camp. D'accord, professeur, on ne pourra pas rester là, c'était juste une introduction. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet, ces déplacements du chef de l'État pour aller parler avec son homologue chinois, parler de ces relations qui a tant duré, puis essayer de révisiter ces contrats chinois. Quelle analyse faites-vous de cette relation entre la Chine et la RDC? Y a-t-il de gains ou de bénéfices de la RDC par rapport à ces relations? Ou c'est la Chine qui profite de la RDC, de ses minéraux, et rien n'est fait selon ce que les gens disent? En fait, je pense que si on ne réfléchit pas beaucoup, on va dire non, la Chine nous a roulé dans cette histoire. C'est une réalité. Mais il faut savoir que si quelqu'un arrive à vous rouler, c'est que c'est vous qui n'avez pas, qui lui avez donné, en tout cas, qui lui avez tendu les dos pour qu'il puisse vous frapper dedans. Encore une fois, on revient au niveau des gens qu'on aligne dans des négociations. On revient au niveau, à la qualité des personnes que l'on met dans les négociations ou dans les suivis du projet. On ne peut pas vous savez, les Chinois, ils sont partout dans le monde. Vous avez déjà entendu qu'ils ont roulé les Américains ou les Français, non? On revient toujours à l'importance de l'éducation. L'éducation, c'est dans son ensemble, aux qualités morales, aux qualités éthiques des personnes. Ça, c'est, en fait, on est, depuis des années, parce qu'il ne faut pas penser que ça date, on est depuis des années sur un mauvais chemin. Pensez que, vous savez, il y a un dicton qui dit « personne n'est irremplaçable ». OK? Oui. Mais moi, j'ajoute que certaines choses ne peuvent être faites que par certaines personnes. Exactement. Ici, on pense que tout le monde peut faire tout. Ce n'est pas possible. Sinon, ça ne servira à rien de connaître. Encore une fois, je reviens sur l'éducation. Vous savez, même Jésus, en venant sur terre, il n'a fait qu'enseigner. Il n'a fait qu'enseigner, c'est tout ce qu'il a fait. Il n'a pas fait autre chose. Selon vous, dans cette affaire, dans ces relations, il y avait incompétence dans le suivi. C'est une évidence, ça a toujours été. Est-ce qu'il y a un contrat dans lequel nous, en tant que pays, on a bénéficié? Ça n'existe pas. C'est vrai qu'on fait beaucoup de bruit sur le contrat chinois, mais est-ce qu'il y a un contrat dans lequel on s'est dit, voilà, là, on a bénéficié? Pas vraiment. Il devrait construire autant de milliards de routes,
mais des kilomètres de Encore route, une mais fois, c'est de notre faute qu'il ne l'ait pas fait parce que ce contrat a été signé, si mes souvenirs c'est autour de 2008 ou quelque chose comme ça, ou 2005 ou 2008. Enfin, 2005-2008, donc ça fait 13 ans, je ne sais pas moi combien d'années, les gens, ils ne suivaient pas. Qui suivait réellement? Qui suivait? Ouais, on n'a pas que ça. Qui en est responsable? Réel. Parce que l'IGF ne nous a pas tout dit. L'IGF ne nous a pas tout dit. L'IGF sait qui sont les vrais responsables. On ne les a pas poursuivis, on les a cachés, on ne les a pas dévoilés. C'est aussi une faiblesse qui s'ajoute à l'incompétence. C'est ça le problème. On revient toujours à l'éducation qui est la base du développement. À l'éthique qui est très importante. À la compétence. Il y a deux éléments fondamentaux. En fait, dans un décret, c'est une loi, à l'époque, c'était des décrets que les présidents signaient, de 2002, auxquels je me réfère souvent. Il parle du comportement, enfin, je ne connais pas très bien encore les termes qui est dans l'intitulé de cette loi. Il parle du comportement de l'agent public de l'État. C'est-à-dire tout le monde, du chef de l'État jusqu'au plus petit huissier. Deux notions sont définies dans ce décret. La compétence et l'éthique. C'est ça qui doit caractériser un agent public de l'État. Compétence et l'éthique. La compétence qui est la capacité à un être humain d'exécuter une tâche qui relève évidemment de sa responsabilité de manière parfaite et dans les délais. Peu de Congolais ont la culture de faire choses bien et dans les délais. L'éthique, c'est des valeurs morales qui accompagnent toute son action. Mais alors, professeur, il y avait incompétence dans le suivi. Alors, ces déplacements du chef de l'État, qu'est-ce que cela va nous rapporter? Est-ce que les choses vont-elles changer? Il est évident qu'il est nécessaire que le chef de l'État remette un peu les pendules à l'heure, réclame réparation, mais en même temps, moi je dirais beaucoup plus qu'il revienne de là avec de nouvelles options. Pour que, vous savez, un pays, il est développé par les nationaux. Ok. Ce n'est pas les Chinois qui vont développer, ce ne sont pas les Américains non plus, ce ne sont pas les Indiens. Que le chef de l'État revienne de là avec la détermination de former les Congolais pour qu'ils prennent en main leur pays. C'est naturel. Dieu nous a mis ici pour qu'on puisse améliorer notre pays tout seul. Même en parlant de minerais, on dit que si on avait nos propres industries, peut-être les choses allaient mieux se passer. Au lieu de les exporter comme ça, brutement, pourquoi ne pas instaurer ce système dans des projets dont je parlais tout à l'heure, qui est dans les tiroirs du gouvernement, c'est ça l'objectif. Que les Congolais consomment congolais. Pas seulement la nourriture, même des chaises sur lesquelles on est assis. Ça ne vient pas du Congo. Si on regarde, ça vient de la Chine, de la Turquie, etc. On doit avoir cette culture-là. C'est ce que les Chinois ont fait il y a des années. On ne peut pas dire il y a des siècles, non, il n'y a pas longtemps. Ils ont décidé. Aujourd'hui, ils ont des meilleurs. Beaucoup d'universités chinoises sont dans les meilleures universités du monde, aujourd'hui. Aujourd'hui. Ils sont dans tous les secteurs. Ils font peur à tout le monde.
Pourquoi? Parce que, vous savez, je vous donne un chiffre. Ok. La Chine forme, selon les sources, entre 600 000 et 1 million, j'ai dit bien 600 000 et 1 million d'ingénieurs par an. Vous savez combien la RDC forme? Combien, professeur? Une centaine. Mais qui après n'ont pas de travail, ils pleurnichent ça et là, et qu'il n'y a pas d'emploi. Nos ingénieurs à nos conformes ont du travail, mais ça ne pèse pas. Ça ne peut pas transformer un pays. C'est une décision qu'il faut prendre. Et ça, c'est ce que j'ai dit dans ce projet. Il faut une décision volontariste. On s'est dit, on se décide que dans les 15-20 ans qui viennent, on doit former au moins 20 000 ingénieurs par an pour que, à terme, on soit un pays développé. Okay. Parce qu'il y a une relation directe entre le nombre d'ingénieurs que vous formez, parce que ce sont les ingénieurs qui sont les porteurs de la croissance économique et sociale. Ce ne sont pas les économistes qui sont porteurs de la croissance sociale. Ce ne sont pas les économistes ni les juristes qui sont les porteurs de la croissance économique. Ce sont les ingénieurs. Ce sont les ingénieurs. C'est ça que les gens doivent savoir. Vous avez peu d'ingénieurs, vous récoltez la misère, vous récoltez la souffrance. Vous n'aurez pas accès à l'eau. Vous le dites parce que vous êtes ingénieur ou concrètement c'est ça? Mais voilà, je vais vous dire un truc. Ok. Dans ce fameux contrat chinois, quand c'est signé, autour de 2005, quelque chose comme ça, vous savez qui les Chinois ont envoyé? Les premiers lots des Chinois qui arrivent dans ce contrat. 150 ingénieurs et personne d'autre. Vous comprenez? Exact. Ils envoient des ingénieurs. 150 ingénieurs. Et personne d'autre. C'est ça la réalité. Je ne le dis pas parce que je suis ingénieur, mais non, mais c'est une évidence. Quand vous regardez, si vous m'aviez dit que voilà, on pouvait discuter sur ce thème qui me passionne, vous le remarquez. Exactement. Je vais vous amener un graphique qui indique clairement le lien entre les revenus, le PIB de chaque pays, même des pays africains, et le nombre d'ingénieurs qui forment. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO qui le dit. Ok. On pourra en parler dans une autre émission, professeur. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir du voyage du chef de l'État, c'est qu'il doit changer réparation, Réparation. Il faut corriger parce que c'est inacceptable que, voilà, on nous fasse des choses pour, voilà, si j'en crois à l'IGF, 1800 millions avec surfacturation. En réalité, c'est 300 millions, alors qu'ils ont empoché 9 milliards ou 18 milliards. En tout cas, ils empochent en termes de milliards. Mais encore une fois, on s'est fait rouler, mais je préfère pas ce terme, parce que c'est comme si on renvoyait la responsabilité aux autres. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité, professeur. En Chine, là-bas, le président n'a pas rencontré que son homologue. Il a également rencontré les Congolais vivant en Chine, devant qui le président a dit qu'il soupçonnait le président rwandais d'être derrière les conflits communautaires Teke-Yaka. C'est une évidence. Il n'est plus dans les affaires de l'Est, en parlant de cette agression dans l'Est de notre pays. Il est maintenant dans la déstabilisation de nos communautés. Qu'est-ce que la RDC peut faire pour faire face à ce président rwandais, au Rwanda, puisqu'il est maintenant entré à l'intérieur du pays, si ces soupçons s'avéraient vrais? Mais le président Kagame l'a dit lui-même, il a avoué qu'il voulait des terres en RDC. La balkanisation, le projet de balkanisation date de longtemps. Si le pays n'est pas encore balkanisé, c'est encore une fois parce que je crois que le président l'a confié à Dieu. Enfin, je parle de Dieu, hein, voilà, je ne suis pas qu'un scientifique, je ne suis pas un religieux, mais quand même, je sais que c'est Dieu qui nous garde, qui fait que ce pays reste encore uni. Il est évident que le président rwandais, je dirais, les
18 années qu'on a passées il n'y a pas longtemps, le vrai président de la RDC, c'était Kagame. Il ne faut pas se leurrer. C'était lui. Vous évoquez les conflits Tekeyaka. Les 4000 Rwandais qui sont venus avec des bêtes sont où? On les a accueillis ici, là, comme des naïfs. Ils sont où? Ils se sont dispersés dans la nature. Ok. Et combien nous ont infiltrés depuis? Il faut savoir que tous les postes clés dans ce pays, c'était eux qui étaient derrière, ou leurs supplétifs, comme ils aiment bien en avoir. Quand vous entendez même les opposants parler de l'insécurité, jamais ils ont condamné l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda. Avant, on disait que notre armée n'avait pas de munitions sophistiquées pour faire face à cette guerre. Aujourd'hui, on a enlevé l'embargo qui nous empêchait d'acheter des armes. Le président, avec son homologue chinois, il a également parlé de la situation sécuritaire pour attendre de la Chine une aide militaire. Mais ça continue toujours, professeur. Qu'est-ce qui doit être fait ou qu'est-ce qui a été fait qui n'était pas si important de faire pour finir avec cette guerre dans l'Est? Il faut savoir que le degré d'infiltration que notre pays a connu était tellement élevé, que ce soit dans l'administration, les services de sécurité, dans l'armée, dans la police, était tellement élevé que ce n'est pas sur un claquement de doigts que ça doit se faire. Déjà, si aujourd'hui, le président Kagame arrive à lâcher le morceau, c'est parce qu'il sait que les choses ont changé, qu'il y a une résistance. Parce qu'il était le chef ici, on l'a vu lors des élections. Il ne voulait pas qu'il y ait réunion, c'est pas quand ils devaient passer à la Cour constitutionnelle, il ne voulait pas que la Cour constitutionnelle statue. Non, on a vite oublié. Il ne voulait pas. À quel titre il ne voulait pas? Ça, c'était lui. Il sait toujours ingérer des affaires. Non. S'ingérer, c'est... voilà, vous savez, il y a toujours des gens qui s'ingèrent. Mais c'était lui qui commandait. On fait semblant de l'ignorer, mais c'était la réalité. C'est à ce titre-là qu'il le disait. Maintenant, comme il a espéré que le président Tshisekedi allait continuer sur la même lancée que son prédécesseur, il s'est trompé parce qu'il a affaire à un vrai président de la RDC. On dit que la communauté internationale est derrière le Rwanda et avec tous les efforts diplomatiques que fournit le président de la République, est-ce que cette communauté ne peut pas comprendre ou soit discuter avec la RDC pour quand même arrêter cette hémorragie qui a tant duré? Il faut un peu réfléchir. Ok. Qu'est-ce qui fait que la communauté internationale était derrière le Rwanda, à mon avis? On était des victimes consentantes. On était des victimes consentantes et puis ça a arrangé tout le monde. Ici même. On les a placés dans toutes les positions, dans tous les postes. Et ça, c'est depuis Mobutu. Depuis Mobutu, les Rwandais décidaient ici. Et vous pensez que le président Félix Tshisekedi est en train de réparer tout ça? Oui, mais c'est parce qu'il dit non à tout ça, il faut arrêter tout ça, que la guerre est là. Ça commence à changer, évidemment, dans les chefs de la communauté internationale, qui commencent, pour l'instant, à mon avis, du bout des lèvres, à condamner, mais c'est un processus qui va prendre un peu de temps. Okay. Bravo à lui, parce qu'il commence à dire, mais depuis le président Mobutu, il y avait plein de Rwandais qui décidaient ici. Rappelez-vous, le premier
chef de cabinet du président Mobutu. C'était un Rwandais, il a fait 9 ans. Il a envoyé à l'étranger, dans tous les postes clés, des Rwandais au nom du Zaïre. Ok. Et ces gens-là, c'est eux qui échangeaient avec la communauté internationale. Donc on était des victimes consentantes, il ne faut pas se leurrer. Non, actuellement, les efforts sont en train d'être fournis quand même. Les Oui, Congolais les efforts, peuvent en croire. Bien sûr, parce que c'est pour ça que je pense qu'il faut nécessairement il faut être très vigilant, il faut faire attention qui on positionne. Important. Il faut faire attention quel est le niveau de nationalisme, de combativité, de sérieux, d'éthique dans les gens. Parce que vous savez, encore une fois, j'y reviens, un pays s'est construit, s'est bâti avec ses nationaux. Évidemment, il faut échanger avec les autres pays sur différents sujets d'intérêt. Il faut collaborer dans différents domaines, ça c'est une réalité. Il faut faire des commerces, commercer, échanger, faire des échanges commerciaux avec d'autres pays. Mais le plus important, c'est d'être conscient que le pays se développe avec ses nationaux. Malheureusement, à mon avis, depuis qu'on est indépendant, on n'a jamais compris ça. C'est la raison pour laquelle l'État congolais a toujours négligé l'enseignement. Heureusement que le président de la République a commencé par la gratuité de l'enseignement. Ça montre qu'il a un intérêt particulier pour le développement du pays. Mais il faut faire un effort, davantage d'efforts. On va parler également des élections pour professeur, parce que ça fait partie de l'actualité. Dernièrement, la CENI a publié le fichier électoral validé, mais avec ces conflits communautaires, toutes ces guerres et tout ça, croyez-vous toujours à la tenue des élections? Si oui, il y aura élection. Comment fera la CENI dans ces zones qui sont dérangées? Une réflexion d'ingénieur, peut-être. Déjà, je voudrais parler, parce qu'il y a eu un débat, j'ai même suivi, je suivais, je pense hier, dans la voiture, voilà, c'était sur Radio Okapi, il y avait un débat sur, bon, je n'ai pas tout suivi, mais on parlait de la fiabilité du fichier de la CENI. Et, en fait, vous savez, quand on a des gens moins formés, ils parlent beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est ce que j'ai dit aux étudiants, c'est le dilemme de l'ignorant. Il ignore qu'il ignore. Tout le monde parle de la fiabilité, de l'audit du fichier électoral. Mais on ne nous dit pas en quoi ça consistait. Parce que ceux qui en parlent ne savent même pas de quoi ils parlent. J'ai compris qu'il y en a eu, cet audit, il y en a eu. Il faut juste checker, que le fichier n'a pas de plus de 3 millions d'électeurs annulés. Et j'étais surpris d'entendre que, voilà, ça c'était sur RFI, d'entendre que le truc des francophones, là, c'est comment? L'OIF voulait plus de temps pour auditer ce fichier. Pourquoi il faut plus de temps? Parce que pour pouvoir auditer un fichier, c'est un fichier informatique. Vous lancez tout simplement une application informatique qui va tourner tout seul, qui va faire les matchings, des empreintes digitales, des noms, enfin toutes les informations qui sont requises. Vous n'avez pas besoin d'un mois pour ça. C'est vrai que c'est un fichier qui a plus de 40 millions d'enrôlés, 42, 47 millions d'enrôlés. Ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est un processus automatisé. Ce n'est pas un truc qui dit, voilà, on a besoin d'un mois pour auditer. Enfin, ils ont besoin de nous distraire peut-être. Je ne sais pas ce que les nouveaux, ceux qui ont fait en 5 jours, ceux qui l'ont fait, je ne sais pas ce qu'ils ont fait réellement, mais l'audit, c'est juste qu'est-ce que ce fichier, est-ce qu'il est
il est opérationnel? Est-ce qu'il y a des doublons? Il n'y en a pas. S'il y en a, voilà, on écarte les doublons. Est-ce qu'il y a des enfants? Voilà. Encore que, voilà, les fichiers, peut-être qu'il y avait des reconnaissances faciales pour dire, voilà, ça c'est le visage d'un enfant, des choses comme ça. Je ne sais pas très bien les détails qu'il y a derrière, mais encore une fois, nous, on pouvait auditer ce fichier. On pouvait le faire. Pas besoin d'aller chercher des gens à gauche, à droite. Mais en fait... Donc, selon vous, la CENI connaît quelques failles? Non, je ne crois pas que la CENI connaît quelques failles. Je dirais que la CENI peut dépenser moins d'argent que ce qu'elle dépense pour faire ces opérations. Alors, votre réponse par rapport à la question sur la tenue des élections malgré ces ordres? Je pense que c'est nécessaire que les élections aient lieu parce qu'autrement, je ne sais pas si dans la loi électorale, on dit que s'il y a guerre dans une partie du pays, il ne faut pas tenir des élections. À mon avis, il en faut. Maintenant, est-ce que et dans ces zones là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ça veut dire qu'on accepte que d'ici la tenue des élections, les Rwandais occuperaient encore le pays. Donc, il faut tout faire pour chasser les Rwandais. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, je suis toujours surpris pourquoi on parle du M23 alors qu'il n'y a pas de M23, c'est l'armée rwandaise. Pourquoi on parle du M23? Non, c'est toute l'armée rwandaise, ce n'est plus le rebelle seulement. Non, ça a toujours été l'armée rwandaise. Même toutes les petites milices qui sont à gauche, à droite. Attends, c'est des gens financés par le Rwanda. On peut pas, je ne sais pas pourquoi nos autorités parlent. Chaque fois que j'écoute, je dis, mais pourquoi il y a un problème? Pourquoi on parle du M23 alors qu'il s'agit de l'armée rwandaise? Professeur, toujours dans ces mêmes chapitres des élections, aujourd'hui, l'opposition se compose quand même de quelques figures qui font parler d'eux. Alors, pensez-vous, comme les autres, que cette opposition fait peur au régime en place, au régime du président Félix Tshisekedi, puisque les uns disent que non, leurs manifestations sont empêchées puisqu'ils ont la force et que le régime a peur qu'ils fassent leurs activités en toute aisance. Mais d'un autre côté aussi, les gens disent que non, cette opposition n'aime pas les élections, ne veut pas des élections. Voilà pourquoi ils veulent créer des situations d'insécurité pour empêcher la tenue des élections à la date prévue. Votre analyse par rapport à cette situation, puisque nous sommes arrivés à la fin et qu'on doit clore l'émission. Le président Étienne Tshisekedi Yachiti, comme j'aimais bien l'appeler, disait quand l'UDPS arrivera au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. On est dans ce schéma-là. Vous avez vu dans quel pays l'opposition réclame des morts? Il réclame des morts. On a vu des vidéos qui circulent, c'est complètement ridicule. On voit, on escorte certains leaders, alors que les gens, il n'y a aucun danger, les gens sont en train de causer. Ils accusent... On voit l'opposition demande aux enfants de jeter des pierres aux policiers. On voit des douilles dans une voiture, soi-disant les balles sont tirées de l'extérieur. Alors que les balles, ça tombe là où on a tiré. Ça, c'est l'opposition qu'on a. Est-ce qu'on a encore une opposition ici? Il est clair que non. Il est clair que non. Il marche contre la vie chère aussi longtemps que l'une de ces figures de l'opposition était Premier ministre. Il y avait toujours ces problèmes. Bon, vous savez, ces opposants, la vie chère, l'insécurité, personne d'eux n'a jamais cité le nom de l'agresseur rwandais. Personne. J'étais en train de me poser la question, en tout cas, c'est une réalité. Rapidement, puisqu'ils sont arrivés à la fin. Ils font partie des infiltrés rwandais. Ça, c'est mon analyse. Je regarde, mais nous sommes agressés. Ces gens parlent de l'insécurité. Ils ne citent jamais la source de l'insécurité. Le président lui-même l'a dit, l'insécurité s'appelle Paul Kagame.
Donc, ils sont en train de manipuler la population, mais cette Non, population ils qui ne font répond les même jeux. pas à leurs activités. Professeur, nous sommes arrivés à la fin. Le ministre sont à compter. Une parole brève pour conclure cette émission par rapport à tout ce que nous venons de parler ce soir. Moi, je souhaite que notre pays prenne conscience, encore une fois, qu'on se développe avec des nationaux, Ok. qu'on investit dans l'enseignement, qu'on investit dans la formation des ingénieurs, des scientifiques, des systèmes de manière générale, qu'on investit dans la justice, Ok. la qualité de la justice, c'est important. Il est vrai qu'on connaît beaucoup de déboires depuis ces 50 dernières années, que ce soit l'infiltration, la sape dans l'enseignement, les détournements d'argent. Et il faut qu'à un moment, le président est en Chine, qu'il sache qu'en Chine, on sanctionne sévèrement ceux qui détournent l'argent, sévèrement. Il y a des choses qu'il faut changer. Il est vrai qu'il est sur tous les fronts, Ok. c'est une réalité. Et j'espère que vraiment, parfois, vous savez, c'est quand on sort Rapidement, du pays, professeur, puisqu'on est déjà à la fin. Oui. Voilà. Justement, ouais. là, vous m'avez coupé la parole et puis c'est vrai qu'on pouvait continuer. Oui, bon, peut-être prochainement, puisque nous devons respecter l'heure. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Vos analyses, on a senti votre passion pour l'ingénierie, puisque vous êtes ingénieur. Peut-être prochainement, on pourra parler de tout cela. Pourquoi pas parler également du barrage d'Inga, puisque on dit que la RDCA est riche en eau, mais pourquoi l'électricité pose toujours problème? Peut-être prochainement, on pourra en parler. Alors, merci à vous, chers internautes, puisque vous nous suivez à partir de notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et partagez l'émission. Nous avions parlé du chef de l'État, de sa visite en Chine, mais également de la situation sécuritaire dans l'Est et puis les conflits communautaires avec le professeur Jean-Marie Béat, qui a répondu en long et à large à toutes ces questions. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.